s'y baigner, même en plein cœur de Zurich. Aménagés pour la plupart au XIXe siècle, ces espaces de baignade sont des lieux privilégiés de détente sportive durant l'été. La plus grande ville de Suisse n'est pas seulement un paradis pour les baigneurs et les banquiers. C'est aussi un refuge apprécié des abeilles, car les Zurichois sont nombreux à posséder un jardin sur leur toit. Elena Greter est biologiste et pendant son temps libre, apicultrice. Ses abeilles se trouvent juste à côté de son travail, sur les bords du lac de Zurich. Je n'en vois pas pour le moment. Ah si. Tenez, regardez. On peut dire qu'elle ne... Il y en a une à l'intérieur. Cet endroit est assez représentatif. Il y a énormément de parcs et de jardins privés en ville. Comme les gens ici aiment beaucoup les fleurs, les abeilles ont de quoi butiner toute l'année. Situation paradoxale que celle des abeilles, qui se portent mieux en ville qu'à la campagne. La faute à l'agriculture intensive, qui ne laisse guère de place aux fleurs des champs. Regardez, il y en a encore ici. On dit que les abeilles butinent dans un rayon de 5 km. Mais je crois plutôt qu'elles sont comme nous. Si je trouve quelque chose à 500 mètres, pourquoi j'irai plus loin? Elles ménagent leurs efforts et ne font que le strict minimum. Les 5% d'abeilles que je ne connais pas sont sans doute des abeilles sauvages qui nichent dans un arbre, une cavité ou un toit. Mais 95% de celles qui butinent ici sont à moi. Si Elena est aussi sûre d'elle, c'est parce que son rucher se trouve à moins d'une centaine de mètres de là. À la fin de l'été, pour mettre ses protégés à l'abri des attaques d'autres insectes, Elena bouche les entrées du rucher. Après une saison de dur labeur, les abeilles sont fatiguées et trop faibles pour se défendre. Plus de 60 générations d'abeilles se sont déjà succédées dans ce lieu. Elena en est la nouvelle gardienne. Voici mon rucher, avec mes abeilles. Il y a de la place pour 14 colonies. Actuellement, 8 casiers sont occupés. Ça, c'est une de mes colonies. Jusqu'au printemps, on ne voit rien. Pendant l'hiver, on se dit qu'il n'y a plus de vie. Mais si je pose la main sur la vitre, je sens la chaleur à certains endroits. C'est comme ça que je sais qu'elles sont en train d'hiberner. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir suivre le rythme des saisons au plus près. À peine le printemps est-il arrivé avec ses premiers chatons de saule, que c'est une explosion de vie là-dedans. Jusqu'en juin, ce casier est rempli d'abeilles. C'est une excellente colonie. Elle s'est super bien développée et a donné du très bon miel. Là, j'ai eu la surprise de voir s'installer une colonie de guêpes. J'ai trouvé ça tellement fascinant que je l'ai laissé. La guêpe est aussi un insecte social, mais avec un mode de vie complètement différent. Pour construire son nid, elle récolte des matières végétales. C'est magnifique, aussi fin que du papier. Rien à voir avec les abeilles qui produisent elles-mêmes de la cire pour bâtir leur ruche. En Suisse, la variété est aussi dans le rucher.
l'autre extrémité du lac de Zurich, tout à l'est, s'étend le Toggenburg. Cette région du canton de Saint-Gall est célèbre pour ses montagnes, les Kurfürsten, et ses vallées, mais aussi pour ses herbes. Jadis prisées des sorcières. D'ailleurs, ont-elles disparu ? Ça, c'est une akillée. Et ça, une akkémille. Elles ont des vertus anti-inflammatoires. Ça, c'est du plantain lancéolé. Cette plante est efficace contre les piqûres d'insectes. En application directe sur la peau, elle rafraîchit et soulage. Ça, c'est de l'herbe aux sorcières. Elle est déjà en fleurs, mais nous l'utilisons quand même pour nos savons. On l'employait autrefois pour chasser le mauvais sort. Les femmes la portaient aussi en amulette pour ensorceler les hommes. Astrid Nig fabrique des savons, mais pas n'importe quel savon. Dotés de multiples vertus, ces produits 100% naturels possèdent des fragrances dignes d'un grand parfumeur. La note de cœur. Elle est composée de senteurs florales et herbacées. Enfin, il y a la note de fond. Elle est formée de fragrances boisées, balsamiques et épicées. C'est elle qui dure le plus longtemps et donne son corps au parfum. C'est prêt. J'utilise de l'hydroxyde de sodium. Après avoir fait infuser les herbes, je l'ajoute à la... Comment vas-tu? Hola. Prêt pour la fête? Oui. Après la messe, Martin retrouve Omar. Tous ensemble, ils vont déguster les plats préparés par les familles du hameau. Des pâtes, du poulet et de la purée d'haricots. C'est du poulet ou c'est pas plutôt de la chèvre que t'as fait hier? Si. Oui, tu J'ai été ravie de vous rencontrer. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Bon voyage. Oui, merci. Gracias. Bien joué. Le grand gaillard. Mon ami, ce fut un plaisir. Merci pour tout. Merci d'être venu. Vous aurez toujours votre maison ici à Todos Santos. La famille reprend la route en direction du sud. Le but est de rejoindre Cabo San Lucas, un petit port que l'on dit magnifique. À l'heure du déjeuner, la famille fait une pause à Las Gardienas, un restaurant très réputé où Guillermo, le patron, sert les meilleurs tacos de poisson du pays.
Mais ici, on ne déjeune pas sans avoir pris l'apéro. Ça, ce sont des margaritas. C'est une liqueur de tequila avec du jus de citron, de l'orange, du controy et de la damiana. Ici, c'est les gardenias, les tacos gardenias. Pourquoi? C'est quoi les gardenias? Le gardenia est une fleur, très belle, et ma mère l'aime beaucoup, d'où le nom Las Gardenias. Chine et Martin sont invités à visiter les cuisines du restaurant pour un petit cours particulier avec le maître des lieux. La spécialité du chef, ce sont les tacos de la mer. Des crevettes et du poisson. Poisson et crevettes pour les tacos. Ces tacos sont nés en Basse-Californie, au nord de l'Ensenada. Et de là, ils sont arrivés ici. Et maintenant, ils sont dans le monde entier. Et qui vous a appris à faire ça? Ma mère, mon père, ma famille. La tortilla est un plat essentiel au Mexique. D'après les archéologues, on la consomme depuis plus de 2500 ans. Elle est de tous les repas. Et une fois garnie de viande et de légumes, la tortilla devient le taco. Bon appétit. Très bon. Pour Fred, Laure, Martin et Chine, la vie coule désormais au rythme des flots du golfe de Californie. En cette fin d'année, la météo est idéale pour tenter une plongée très spéciale. Martin, qu'est-ce que tu cherches? Les baleines. Tu vas où, Chine? Nager avec des requins-baleines. Ça va pas? J'ai pas peur. Au large de la ville de La Paz, la baie regorge de requins-baleines. Comme ils sont présents ici toute l'année, ils sont devenus une attraction touristique. Les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Leur bouche est très grande, mais elle ne contient que de minuscules dents. Les requins-baleines se nourrissent de plancton, d'algues, de petits crustacés et de poissons. C'est super beau. C'est belle, hein? Ouais. Ces requins ne sont pas menacés d'extinction, mais leur population est très fragile. La Convention sur le commerce international des espèces menacées les considère comme vulnérables, car les femelles en âge de se reproduire sont en déclin. Malgré leur taille, et même s'ils adorent nager près de la surface, ces gros poissons ne présentent aucun danger pour les humains. Ce qui ne suffit pas à rassurer Chine. Alors, Chine, comment étaient les baleines? J'ai eu un peu peur. Alors, tu les as vues ou tu les as pas vues? Oui, un peu en dehors de l'eau, mais on avait une gigantesse à prendre de l'eau. Et tu es allé nager avec elle? Non. Peut-être qu'une plongée de rattrapage se profile pour Martin et Chine. Cap sur la petite île d'Espiritu Santo. Aucun humain ne vit sur cette île, car l'UNESCO l'a classée réserve de biosphère. Elle accueille l'une des plus importantes colonies de lions de mer de la région. À la saison des amours, on les observe en nombre dans les rochers du bord de mer et ils se reproduisent ici en toute tranquillité. Cette fois, Chine et Martin n'hésitent pas. Ils ont trouvé des compagnons aquatiques très joueurs. Pas étonnant car les lions de mer font partie de la famille des otaries. Et les femelles sont aussi curieuses que leurs cousines. Le voyage en Basse-Californie prend fin. Pour rejoindre le continent qui se trouve à 300 km de là, la famille embarque son cher camion sur un ferry pour traverser la mer de Cortés. Prochaine étape, la ville de Mexico où la famille doit retrouver des amis. C'est parti.
parti pour 17 heures de voyage, en compagnie de Richie et Lisa, un jeune couple de voyageurs. Mais cette traversée a un petit quelque chose en plus. Parce que dans 2 jours, c'est Noël. Et qui dit Noël dit des cadeaux. Situé à 2300 mètres d'altitude, Mexico abrite 21 millions d'habitants répartis dans 300 quartiers, appelés ici colonias. C'est l'une des plus grandes zones urbaines du monde et l'une des plus polluées. Et voici mon ami Marco. Marco, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en France, avant le départ de notre grand tour du monde. Et à l'époque, tu vivais en France et tu as décidé de rentrer au Mexique. Exact. Pour le climat, venir un peu chercher le soleil, oui. Ouais, bah pas aujourd'hui, hein, ça marche pas. Et donc, tu as 2 enfants, vas-y, tu les présentes. Je vous présente Oscar et Victor. Oscar et Victor. Et du coup, vous parlez Français. Parce que vous avez fait toute votre scolarité au début en France. Ouais. Et alors maintenant, Chine, qu'est-ce qu'on va faire? Acheter une piñata. Qu'est-ce que c'est une piñata? C'est une étoile décorée avec un trou dedans. On met des bonbons dedans. On la secoue avec un bâton, elle se casse et on ramasse les bonbons. Parce que ce soir, c'est Noël. Avant d'aller chercher la piñata, Marco et sa famille entraînent Martin et Chine dans une petite visite de la ville. Mexico possède un patrimoine culturel exceptionnel. Et malgré l'urbanisation, on y trouve de nombreux parcs. Ici au Mexique, les signalisations pour traverser la rue, les bonhommes en signe, ils courent, ils ne marchent pas. Ils courent tout de suite. parce qu'il y a beaucoup de circulation. Énormément, et ils respectent très peu le piéton. Très très peu. Donc il conseille de courir. Ah, il est conseille de courir très vite. Sur le bord de la route. La visite se poursuit au marché principal de la ville. Un vrai dédale de petits commerces où on trouve de tout à bon prix, mais surtout, on y dégote les plus belles piñatas du pays. Là, il y en a déjà descendu. Laquelle? C'est là. Il y en a aussi. Ça c'est des œufs ici. Et à l'intérieur on met des je sais pas comment ça s'appelle, des confettis. Et on les casse dans la tête des autres. Et voilà. On les casse. Pourquoi celle-là? C'est lui qui touche là. Elle pousse quand tu la rapproches. C'est une tradition italienne en fait. C'est les franciscains qui ont importé l'idée des piñatas pour commencer à apprendre aux enfants à parler la langue et tout ça. C'est pour ça qu'ils les ont faites avec des pointes, car ils les utilisaient pour représenter les 7 péchés capitaux. Ils ont donc transporté cette tradition au Mexique. Ils ne le font plus en Italie, mais la tradition est restée vivante au Mexique. Ah, comment on fait? J'en ai pas la moindre idée. Non, ça tient pas. Tu es où, Fred? Ah si, ça y est. Santé, joyeux Noël. Voilà le mollet mexicain. C'est particulier. Ça sent à la fois la viande, mais ça sent aussi le poisson. Et ça sent
Ça sent le chocolat. La couleur vient du chocolat d'ailleurs, je crois. Et c'est particulier. En attendant l'heure de la piñata, Laure a proposé de s'occuper du dessert. Et comme la piñata, il vient d'Italie lui aussi. Maman, ne chante pas, maman. Ne chante pas. On peut pas répéter, ne chante pas. Ne chante pas. Ou alors chante juste le refrain, c'est tout. Ok, juste le refrain. Retour sur la route, toujours plus au sud. Chine, Martin, Laure et Fred quittent Mexico en direction de Puerto Angel, un petit port de pêche situé sur la côte sud de l'état de Oaxaca. Regarde, il y a des cochons. La route pour atteindre ce village serpente entre les collines. Non, tu me regardes. Et il faudra plus de 11 heures pour rejoindre l'océan. À cette époque, c'est la naissance des tortues. Et le matin, on va se lever très tôt pour aller les voir. Exactement. Il s'agit là de tortues de mer. Et donc l'intéressant de ce projet, c'est que c'est un éco-projet, à savoir que ce sont les personnes qui hier braconnaient les tortues qui aujourd'hui vous proposent d'aller les visiter et donc qui les protègent. Donc un projet qui me semble assez intéressant. Pour observer l'éclosion des œufs, il faut être debout avant le soleil. Martin et Chine vont devoir quitter les bras de Morphée un peu plus tôt que d'habitude. Alors il est quelle heure, Martin? Il est 5 heures et on va voir des tortues. Adelante. Quels animaux il y a ici? Des oiseaux, des crocodiles, des crabes. Les crocodiles sont dangereux? Oui, ils sont dangereux. Ils sont grands comment? En ce moment, il y en a 2 de 4 mètres. 4 mètres? Oui, oui. 2 de 4 mètres. Donc c'est vrai qu'il y en a. C'est Sostenes Rodriguez Reyes qui dirige l'expédition. Avant de devenir guide, il braconnait les tortues pour faire vivre sa famille. Aujourd'hui, il gagne sa vie en protégeant les tortues marines et en accompagnant les curieux sur les lieux de ponte. Elles sont là. À partir de là, on va marcher en faisant très attention. Elles étaient notre source de revenus. Et puis après, l'idée nous est venue de nous transformer en conservateurs plutôt qu'en prédateurs. C'est-à-dire travailler avec la tortue vivante et non pas morte. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Les œufs éclosent 2 mois après la ponte.
Sosthenes et son équipe les déplacent souvent vers des plages moins fréquentées pour les protéger. Mais les hommes ne sont pas les seuls prédateurs. Les oiseaux marins, les crabes et les ratons laveurs raffolent de ce mets de choix. On considère que sur 100 bébés tortues qui atteignent la mer, seulement 2 ou 1 ont des chances de survivre. La grande majorité sert de nourriture pour les autres espèces. Alors oui, c'est dur la vie de tortue. Nous allons voir comment ça se passe. Vous allez voir la grande quantité d'oiseaux qui se baladent sur les plages et qui mangent les tortues. Mais bon, c'est normal, c'est la nature. T'as vu, maintenant t'es sorti du trou. J'avais qu'elle va dans la bonne direction. La mer. La mer en ligne, faut l'utiliser. Et tourner vers elle. C'est pas des petites voitures. Quand il survit, ce petit animal peut peser jusqu'à 200 kg et mesurer plus d'1 mètre. Dans une dizaine d'années, ces bébés devenus adultes reviendront sur cette plage pour pondre à leur tour. Ce cycle de la vie dure depuis plus de 100 millions d'années. Elles vont dans la mer et elles vont au fond de l'eau pour pas que les oiseaux les mangent. Attention, regardez cette tortue. Allez, fais-le. J'ai pas peur. Nous, on les aide quand ils sont en bas et en plus il fait tout. Oh, elle a fait un beau toboggan. Elle a fait un beau toboggan. L'Union internationale pour la conservation de la nature estime que plus de la moitié des espèces de tortues est en danger d'extinction. Les différents programmes de protection ont permis de sensibiliser le public et de limiter les effets dévastateurs du braconnage, de la pêche intensive et de la pollution. Mais le combat est loin d'être gagné. Il est temps pour Fred, Laure, Martin et Chine de quitter l'océan et de reprendre la route pour la dernière étape de leur voyage au Mexique. Changement de paysage par rapport à la côte atlantique, nous sommes dans le Chiapas, nous remontons au nord, direction San Cristobal de las Casas. Ici tout est vert et pour cause, c'est la saison des pluies, donc il pleut. Le camion traverse la ville de San Cristobal de las Casas. Ce n'est plus la capitale du Chiapas, mais elle est toujours considérée comme sa capitale culturelle. C'est Hôtel Saint-Martin. La famille poursuit sa route vers l'est du pays, où elle a rendez-vous dans une ferme du Yucatan, près de la ville de Valladolid. Mais avant, il faudra traverser l'état du Chiapas. C'est l'état le plus au sud du pays, à la frontière avec le Guatemala. C'est aussi l'état le plus pauvre du Mexique. Plus d'1 million d'Indiens y vivent, et les 3/4 d'entre eux n'ont accès ni à l'eau potable, ni à l'électricité. Paradoxalement, c'est l'une des régions les plus touristiques, car elle abrite de nombreux vestiges incas, comme le temple de Palenque. Ce temple était en fait le centre d'une ville qui s'étendait sur plus de 67 km² à son apogée en l'an 700. Ces ruines témoignent de la grandeur de la civilisation maya, qui a régné sur la région pendant plus de 13 siècles. Qu'est-ce que tu manges, Chine? Du cacao. Cacao? C'est bon? Autre passage obligé, les cascades d'Aqua Azul. Comme son nom l'indique, l'eau de ces cascades est réputée pour être bleu turquoise. Sauf qu'à la saison des pluies, le turquoise vire au marron. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris une douche? Non, c'est la cascade. Elle est où? C'est la cascade.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Voici maintenant dans le Yucatan, en pleine terre maya. Donc en dehors des jolis sites et des jolies plages, les Mayas ont une culture qui est aujourd'hui encore très forte ici. Et nous allons en savoir un peu plus dès maintenant en rendant visite à César et Lisa. Eux ne sont pas Mayas, mais il faut tourner une ferme sur le principe de la permaculture en s'aidant énormément des connaissances mayas. Donc c'est parti pour visiter ce projet. César, Federico. Bonjour, comment vas-tu? Martin, je suis très content de vous connaître. Lisa et César dirigent une ferme éducative qui fonctionne sur le principe de la permaculture. Cette technique qui s'inspire des écosystèmes sauvages est aujourd'hui très à la mode partout dans le monde. Mais la permaculture prend aussi modèle sur les savoirs et pratiques des peuples premiers. Ici, les cultures ancestrales mayas. Quand on a commencé à s'intéresser à la permaculture, on voulait d'abord essayer de comprendre comment les Mayas vivaient à l'époque de manière équilibrée, ici, sur ces terres qui sont très difficiles. On s'est demandé comment ils géraient cette terre et comment nous pouvions retrouver cet équilibre et réussir à être autonomes. Il faut trouver l'équilibre entre la nature, les animaux, mais aussi les plantes que nous utilisons. Cette abeille s'appelle Melipona. C'est l'abeille sacrée des Mayas. Contrairement à sa cousine Apis mellifera que l'on trouve en Europe, elle n'a pas de dard et ne produit presque pas de miel. En revanche, elle est très efficace pour polliniser les cultures. César tient à montrer à Martin et Chine un autre type d'abeille au talent tout particulier. Regarde Martin, tu vois? C'est le gardien. C'est lui qui monte la garde. Ça, c'est un autre type d'abeille qui s'appelle saxique. C'est une trigone et elle a une propriété très spéciale. C'est une espèce d'abeille très noble qui ne se défend jamais, mais qui fait un miel incroyable. Avec ce miel, on peut guérir des brûlures au second degré. Peut-être qu'avec ce miel magique, qu'on appelle ici le miel des dieux, la toux de Chine va s'envoler. Dans les fermes permacoles, chaque plante et chaque animal remplit plusieurs fonctions. Comme ce cheval qui permet à la fois de travailler la terre et de fournir un excellent fertilisant. Comme dans toute ferme, le secret de la réussite, c'est bien sûr le compost. Ici, il est fait à partir des déchets verts de la propriété, mais aussi des restes que Lisa récupère dans les restaurants de la région. Merci beaucoup Martin. Nous allons aussi mettre ça dedans. Et d'ici 6 semaines environ, ce sera de la terre, comme celle-ci. La terre obtenue est incroyablement fertile et elle permet de booster les cultures. Voici Roré, d'origine maya, il est le bras droit de César. Il connaît tout sur les variétés anciennes de légumes. Ici, ils font pousser un tubercule cultivé depuis plus de 2000 ans par les Mayas, le yucca, qui est une variété de manioc. Ce pied de yucca a 1 an. Vous mangiez du manioc autrefois? Ta famille? Oui. Comment vous le mangiez? On peut simplement le faire revenir et le manger comme ça avec du miel. C'est bon avec du miel. Regarde ce que nous avons trouvé ici. Ça, c'est du camote. Et ça, du yucca. Ce sont 2 tubercules que les gens utilisent beaucoup ici. Et généralement, ça, vous le semez avec le milpa, non? Oui, avec le milpa. Et parfois, lorsqu'il n'y a pas de maïs, on peut s'alimenter avec ça. Et on peut le donner aux animaux aussi, c'est bon pour eux aussi. Oui, et ça vous en semez tous les ans? Oui, chaque année, oui. Les cyclones ne sont pas rares dans la région. Et au cas où les cultures seraient détruites, ces racines permettent aux habitants de survivre. Au Mexique, on en consomme sous toutes les formes, en version sucrée, salée et même liquide, puisque les Mexicains fabriquent une bière de manioc.
Chine et Martin font le plein pour le déjeuner. La famille est invitée à partager un repas traditionnel maya. Au menu, des légumes de la ferme et du pibi pollo, qui signifie poulet enterré. Le poulet mariné est enroulé dans des feuilles de bananier et cuit dans un four de terre, creusé à même le sol et appelé kib. Ce mode de cuisson est très symbolique pour les Mayas, car ils croient en l'existence d'un monde parallèle, souterrain, qui fait partie du cycle de la vie. Beaucoup de gens qui viennent ici se rendent compte de plusieurs principes universels de la vie. Et avec ces connaissances, ils peuvent retourner chez eux, même en ville, et voir comment ils peuvent changer leur vie. Ce n'est pas nécessaire qu'ils imitent tout ce que nous faisons ici. Tout le monde n'a pas non plus besoin de venir vivre à la campagne. Mais à la campagne, on peut s'inspirer de beaucoup de choses qui seront utiles pour créer une vie plus saine, y compris dans les villes. Listo? Listo. Ça, c'est la racine qu'on a ramassée ce matin. Maintenant, elle est cuite. C'est la patate. Ici, les plats n'ont pas le temps de refroidir. La table se remplit très vite et tout le monde partage le même repas. Muy rico, sí. Tiene un buen sabor, ¿verdad? À la fin du repas, Lisa a un petit rituel. Ça, ce sont des coquilles d'œufs. Et maintenant, je vais les faire griller pour qu'elles sèchent un peu. Comme ça, on pourra les donner à manger